Depuis plus de 40 ans, une guerre secrète se joue dans les coulisses du jeu vidéo. D'un côté, il y a les développeurs qui veulent protéger leur création, de l'autre, des hackers, des groupes entiers qui s'acharnent à trouver la moindre faille. C'est une véritable guerre technologique et les enjeux, vous allez le voir, sont absolument colossaux. Au cœur de cette guerre, il y a un butin, un trophée qui vaut une fortune. Non, ce n'est pas un simple drapeau en tissu, c'est quelque chose de bien plus important, de bien plus précieux. Quelque chose qui peut construire ou détruire des géants de l'industrie. En fait, on peut voir tout ça comme une immense partie de capture du drapeau. L'équipe qui défend, ce sont les studios de jeux vidéo. Ils construisent de véritables forteresses numériques pour protéger leur trésor le plus cher, le code source. Et en face, l'équipe qui attaque, ce sont les hackers. Leur mission, infiltrer la forteresse et s'emparer de ce fameux drapeau. Alors, mettons les choses au clair. D'un côté du terrain, on a les studios et les éditeurs. Des entreprises énormes qui défendent leur business, leurs secrets de fabrication. Et de l'autre, on a un front beaucoup plus éclaté. Des hackers solitaires, des groupes super organisés, mais tous avec un seul et même objectif. Pour bien comprendre cette longue histoire, on va la découper en 5 grandes étapes. On commencera par les toutes premières défenses, puis on verra comment Internet a tout changé, on parlera de la fameuse forteresse de nouveau, des attaques modernes, et on se demandera à la fin si cette guerre peut vraiment avoir une fin. C'est parti, on rembobine et on retourne au tout début, dans les années 80 et 90. C'est là que les premiers murs ont été érigés pour protéger les jeux. Et bien sûr, c'est aussi là que les premières brèches sont apparues. Au début, le piratage, c'était simple comme bonjour. On copiait une disquette. La défense était tout aussi basique. Pour lancer le jeu, il fallait taper un mot qui se trouvait, par exemple, à la page 12 du manuel. Le problème, évidemment, c'est qu'il suffisait de photocopier la page ou de se passer le manuel entre amis. Avec les CD-ROM, on est passé aux clés uniques dans la boîte, mais très vite, des générateurs de clés sont apparus sur Internet. Bref, capturer le drapeau était un jeu d'enfant. Et puis, Internet a débarqué. Et là, tout a changé. Le terrain de jeu est devenu mondial. De nouvelles menaces sont apparues, mais aussi de nouvelles stratégies de défense. C'est vraiment le début d'une course à l'armement numérique. La première grosse innovation défensive, c'est un système comme Securehome. L'idée était géniale. On gravait une signature physique unique sur chaque CD, impossible à copier avec un graveur classique. C'était comme une serrure sur mesure. Mais la réponse des hackers a été encore plus maligne. Plutôt que d'essayer de crocheter la serrure, ils ont carrément modifié le jeu pour qu'il n'ait plus besoin de vérifier si la clé était dans la serrure. C'est comme ça que sont nés les fameux cracks NoCD. Du coup, les studios ont répliqué. Leur nouvelle arme, Internet lui-même. C'est le principe du toujours en ligne. Pour fonctionner, le jeu doit être connecté en permanence au serveur officiel de l'éditeur. Sans ça, impossible de jouer. Une copie pirate devient inutile. Mais là encore, la parade a été de créer de faux serveurs, des serveurs émumés, qui faisaient croire au jeu qu'il était bien à la maison, bien connecté. Le gros problème avec cette course à l'armement, c'est qu'elle a fait des victimes collatérales, les joueurs honnêtes, ceux qui avaient payé. Le lancement de Diablo 3 en est l'exemple parfait. Les serveurs étaient tellement surchargés que même les acheteurs légitimes ne pouvaient pas jouer. À la place, ils voyaient ce message d'erreur devenu tristement célèbre. Erreur 37. Imaginez la frustration. Face à ces échecs, l'industrie a sorti l'artillerie lourde. Une nouvelle technologie a vu le jour, une véritable forteresse numérique, Denuvo. Un système si complexe, si retors, qu'on l'a longtemps cru imprenable. Alors, comment ça marche Denuvo? C'est assez fascinant. D'abord, ils prennent des petits bouts du code du jeu, des morceaux essentiels, et ils les retirent pour les stocker sur leur propre serveur. Ensuite, pour que le jeu puisse récupérer ces morceaux et fonctionner, il doit prouver son identité, un peu comme une carte d'identité unique liée à l'ordinateur. Et surtout, Denuvo surveille constamment le jeu pour s'assurer que personne n'essaye de le modifier en temps réel. Pendant des années, cette forteresse a tenu bon. Mais certains hackers, devenus de véritables légendes, ont réussi à y trouver des failles. On pense notamment à Empress, une hackeuse qui a fait de Denuvo son ennemi personnel, ou au groupe chinois 3DM. Pour eux, ce n'était plus seulement une question de piratage, c'était un défi, une question de réputation. Et ça nous amène à aujourd'hui. La stratégie des attaquants a radicalement changé. Pourquoi s'acharner sur la porte blindée du jeu quand on peut attaquer directement le château tout entier? La cible, ce n'est plus le code source d'un jeu, mais les entreprises elles-mêmes. L'exemple le plus connu, et sans doute le plus spectaculaire, c'est l'énorme fuite de données qui a touché le jeu le plus attendu au monde, Grand Theft Auto 6, un véritable sisme dans l'industrie. Ce qui est très révélateur, c'est le message du hacker à Rockstar Games. L'objectif a changé. Il ne s'agit plus de diffuser le jeu gratuitement, il s'agit de faire du chantage. Le code source du jeu, le fameux drapeau, est devenu un otage, avec une demande de rançon à la clé. Et le plus fou dans cette histoire, c'est l'âge du principal responsable de cette attaque massive, à peine 18 ans. Un certain Arion Courtage, membre d'un groupe de hackers nommé Lapsus Dollar. Ça montre bien à quel point le visage des attaquants a changé.
Un autre cas très marquant, c'est celui d'Insomniac Games, le studio derrière les jeux Spider-Man. Ils ont été victimes d'un rançongiciel. En gros, un virus qui chiffre toutes les données de l'entreprise et les rend inaccessibles. Pour récupérer la clé de déchiffrement, il faut payer. Dans leur cas, le groupe de hackers a fini par publier plus d'1 téraoctet de données confidentielles, y compris des plans entiers pour un futur jeu Wolverine. C'est une catastrophe industrielle. Bon, maintenant qu'on a vu l'évolution de cette guerre, prenons un peu de recul. Après 40 ans, on se rend compte que le conflit est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Quelles sont les vraies motivations des hackers et quelles sont les conséquences pour tout le monde? Déjà, il faut comprendre que le mot hacker peut vouloir dire plein de choses. Pour faire simple, il y a les white hats, les gentils, qui sont des experts en sécurité payés par les entreprises pour trouver leurs propres failles. Et il y a les black hats, les méchants, ce qu'on appelle aussi les crackers, qui agissent pour des raisons malveillantes. C'est surtout d'eux dont on a parlé. Leurs motivations sont hyper variées. Bien sûr, il y a l'appât du gain, mais il y a aussi ceux qui veulent juste un accès gratuit au jeu, surtout face à des prix qui ne cessent d'augmenter. Pour d'autres, c'est purement le défi technique, le prestige de battre un système. Et puis, il y a même une scène de hacking créatif qui modifie de vieux jeux pour leur donner une seconde vie. Mais tout ça a un prix. Pour les studios, ce sont des pertes sèches. Et pour les joueurs, ça peut se traduire par des jeux plus chers et des protections qui ralentissent les performances. Et demain, eh bien, la prochaine grande bataille se dessine déjà à l'horizon. Le jailbreak de la PlayStation 5. L'idée, c'est de faire sauter toutes les protections logicielles de la console pour pouvoir y installer ce qu'on veut. Et le plus dingue dans cette histoire, c'est que la clé de cette prison numérique pourrait se cacher dans un vieux jeu de course Star Wars presque oublié dont le prix s'est envolé sur les sites de revente. Voilà donc 40 ans que cette guerre entre défenseurs et attaquants dure. Chaque nouvelle protection finit par tomber, chaque victoire n'est que de courte durée. Alors on est en droit de se poser la question, dans cette course à l'armement qui semble ne jamais devoir s'arrêter, qui, au final, paie vraiment le prix de tout ça?